pendant une décennie, mes parents ont cru que j'étais leur fille inutile. Ils ne se sont jamais souciés de ce que je faisais réellement dans la vie, se contentant de se moquer de moi à chaque fois que nous nous rencontrions. Pas de vrai travail. Pas d'avenir. Tout a changé le jour où grand-mère m'a envoyé un texto désespéré. Juste 10 minutes plus tard, j'ai frappé à leur porte. Je m'appelle Chloé Anderson. J'ai 35 ans et, pendant près d'une décennie, mes parents m'avaient traité comme l'échec le plus embarrassant de la famille. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais pendant les semaines où je disparaissais pour des affaires de fraude, ni ne se sont souciés du fait que mon travail de bureau ennuyeux avait aidé à résoudre des affaires majeures. Pour eux, j'étais la fille sans vraie carrière, sans avenir et qui ne méritait aucun respect. Puis, à 7h42 un jeudi matin, ma grand-mère m'a envoyé 5 mots, les roses bleues se meurent. Pour n'importe qui d'autre, cela semblait inoffensif. Pour moi, c'était le code de détresse que nous avions créé des années plus tôt. Un code qu'elle avait promis de n'utiliser que si elle était contrôlée, menacée ou empêchée d'appeler à l'aide. J'ai contacté les services d'urgence tout en enfilant ma veste et j'ai expliqué pourquoi une femme âgée pourrait être en danger. 10 minutes plus tard, je me tenais sur le porche de mes parents avec 2 officiers de police à mes côtés. Mon père a ouvert la porte avec la même expression amusée qu'il utilisait chaque fois qu'il me qualifiait d'inutile. Ma mère est apparue derrière lui, serrant le téléphone de ma grand-mère dans une main et un dossier de documents juridiques dans l'autre. Aucun des deux n'a semblé effrayé jusqu'à ce qu'un officier demande à voir grand-mère seule. Alors, le sourire de mon père a disparu. Ma mère a reculé, et quelque chose de lourd s'est écrasé dans la pièce verrouillée au bout du couloir. Ce que nous avons trouvé derrière cette porte a exposé bien plus que de la cupidité. Cela a révélé que ma grand-mère se préparait pour ce jour depuis bien plus longtemps que nous ne le pensions tous. Avant que je vous dise ce que mes parents ont dit et ce qui s'est passé quand la vérité a éclaté, dites-moi quelle heure il est chez vous, d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. L'officier la plus proche de moi, le sergent Elena Ruiz, a levé une main et a dit à mon père de rester où il était. C'est à ce moment-là que j'ai finalement utilisé son prénom. Brian, éloignez-vous du couloir. Il m'a dévisagé comme si j'avais parlé dans une langue qu'il ne comprenait pas. Ma mère, Diana, a récupéré plus vite. Elle a posé le téléphone face vers le bas sur une table console et a souri aux officiers avec une inquiétude polie. C'est un malentendu. Ma mère souffre de démence et Chloé a toujours été dramatique. Le mensonge a été prononcé si doucement que, pendant une seconde dangereuse, la scène ressemblait exactement à ce que mes parents voulaient qu'elle paraisse. 2 soignants épuisés étant harcelés par une fille instable. J'avais enquêté sur suffisamment de fausses déclarations pour reconnaître la technique. Donner aux gens une histoire simple avant qu'ils n'aient le temps d'étudier les preuves, et beaucoup l'accepteront parce que la simplicité ressemble à la vérité. Un second fracas a retenti depuis la pièce verrouillée. L'officier Grant est passé devant Brian, a trouvé la clé déjà dans la serrure à l'extérieur et a ouvert la porte. Ma grand-mère, Ava Anderson, était assise sur le sol à côté d'une chaise renversée. Elle portait un gilet malgré la chaleur estivale. Une manche était remontée, révélant une ecchymose sombre autour de son poignet. Une pile de papier gisait éparpillée près de ses pieds, chaque page étant marquée d'onglets jaunes. Elle m'a regardé, puis a regardé les officiers, et a pressé 2 doigts contre son cœur. Ce petit mouvement était notre signal de confirmation. Elle avait envoyé le code intentionnellement. Elle n'était pas confuse. Diana s'est précipitée en avant, mais le sergent Ruiz l'a bloquée. « Madame, s'il vous plaît, restez dans le salon. » Brian a commencé à parler plus fort que tout le monde. Il a dit qu'Ava était tombée, que la porte était verrouillée parce qu'elle errait, que l'ecchymose venait des anticoagulants et que j'avais manipulé une femme âgée parce que je voulais un héritage. Il construisait des défenses avant même que quiconque ne l'ait accusé d'un crime. Je l'ai remarqué immédiatement. Ruiz aussi. Je me suis agenouillé à côté de grand-mère sans toucher au papier. « Es-tu blessé ?»« Mon poignet » a-t-elle dit doucement. Et il ne voulait pas me laisser partir. La pièce a changé. Les officiers ont cessé de traiter l'appel comme un désaccord familial et ont commencé à traiter la maison comme une scène de crime potentiel. Grant a photographié la serrure extérieure. Ruiz a demandé à Ava si elle voulait des soins médicaux et si elle se sentait en sécurité pour parler avec nous. Grand-mère a répondu oui à la première question et non à la seconde. Diana a qualifié cela de ridicule. Brian a appelé cela une trahison.
Aucun d'eux n'a demandé si Ava souffrait. Alors que les ambulanciers étaient appelés, Ruiz nous a séparés. Je me suis tenu près de la fenêtre de devant pendant que Grant interrogeait mes parents dans la cuisine. Par la porte, j'ai entendu Diana me décrire comme étant sans emploi, rancunière et obsédée par les histoires criminelles. Elle n'avait aucune idée que j'étais licencié dans 3 États, que je dirigeais des enquêtes complexes sur la fraude pour une compagnie d'assurance nationale, ou que j'avais témoigné en tant qu'experte. Mes parents avaient décidé qui j'étais il y a des années et rejetaient chaque fait qui menaçait le rôle qu'ils m'avaient assigné. Grand-mère a été examinée dans la chambre d'amis avec la porte ouverte. Elle a dit à Ruiz que Brian et Diana avaient emménagé dans sa maison 8 mois plus tôt après avoir prétendu qu'ils voulaient l'aider à se rétablir d'une opération de la hanche. Au début, ils la conduisaient à ses rendez-vous et organisaient ses médicaments. Ensuite, ils ont commencé à ouvrir son courrier. Ils ont changé le mot de passe de sa banque en ligne, annulé les déjeuners avec ses amis et dit aux proches qu'elle devenait oublieuse. 2 semaines plus tôt, Brian l'avait emmenée chez un notaire et l'avait pressée de signer des documents qu'elle n'avait pas le droit de lire. Ce matin-là, Diana avait exigé une autre signature. Quand Ava a refusé, ils ont pris son téléphone et l'ont gardé à l'intérieur de la pièce. Ruiz a demandé pourquoi elle n'avait pas appelé plus tôt. Grand-mère m'a regardé. Parce que j'avais besoin qu'il croie que Chloé ne savait rien. Brian a entendu cela à travers le couloir, son expression s'est durcie. Qu'est-ce que cela signifie? Grand-mère ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, elle m'a demandé de récupérer la jardinière en céramique bleue sur le porche. À l'intérieur de son double fond, j'ai trouvé une petite clé en laiton et une carte pliée portant le nom d'un avocat spécialiste du droit des personnes âgées, Léo Marston. Au dos, avec l'écriture de grand-mère, se trouvaient 3 numéros de compte et une phrase. Si le code est utilisé, ouvrez la boîte rouge avant que quiconque ne trouve une excuse. Diana s'est jetée sur la carte. L'officier Grant l'a arrêtée avant qu'elle ne m'atteigne. Le mouvement a été assez rapide pour exposer ce que sa voix calme avait caché. Elle ne s'inquiétait pas de la confusion de grand-mère. Elle était terrifiée par l'information. Les ambulanciers ont recommandé d'emmener Ava à l'hôpital. Ruiz a dit à mes parents qu'Ava partait volontairement et que toute interférence pourrait conduire à une arrestation. Brian s'est tourné vers moi, le visage durci par l'incrédulité. Tu as amené la police dans la propre maison de ta famille. Non, ai-je dit, grand-mère les a amenés ici quand tu as rendu cette maison dangereuse. Alors qu'il la conduisait vers l'ambulance dans un fauteuil roulant, Ava a attrapé ma main. Sa poigne était faible, mais ses yeux étaient clairs. La boîte rouge n'est pas dans cette maison, a-t-elle chuchoté. Et Kevin ne doit pas savoir que tu as trouvé la clé. Kevin était mon jeune frère, l'enfant que mes parents louaient comme étant tout ce que je n'étais pas. Il gérait les impôts de grand-mère. Il avait accès à ses comptes. Et jusqu'à ce moment, je ne savais pas s'il les aidait ou s'il était la personne que grand-mère craignait le plus. À l'hôpital, grand-mère a été placée dans une chambre privée tandis qu'une assistante sociale documentait l'échymose et lui posait les mêmes questions de différentes manières. Quelle année étions-nous? Qui était le président? Pourquoi était-elle venue à l'hôpital? Qui contrôlait son argent? Ava a répondu clairement jusqu'à ce que l'assistante sociale lui demande si elle faisait confiance à son fils. Alors, elle a regardé vers la porte fermée et a dit, « Je lui ai fait confiance pour ma convalescence. » Il a traité cette confiance comme un chèque en blanc. Je me suis assise à côté de son lit, repassant dans ma tête le visage de mon père quand il a entendu mentionner la boîte rouge. L'expression m'a rappelé la nuit où j'ai quitté la maison à 18 ans. J'étais rentré tard d'un entretien pour une bourse d'études et j'avais trouvé ma valise sur le porche. Brian m'a accusé de l'humilier en postulant à une université qu'il ne pouvait pas contrôler. Diana se tenait derrière lui et a dit que le silence m'apprendrait la gratitude. Grand-mère est arrivée avant minuit, a chargé ma valise dans sa voiture et m'a donné un endroit où dormir. Elle ne m'a jamais dit de leur pardonner. Elle m'a dit de devenir suffisamment indépendante pour que leur approbation ne puisse plus fonctionner comme une laisse. Des années plus tard, après que j'ai enquêté sur une affaire impliquant une assurée plus âgée dont le neveu avait volé l'identité, grand-mère et moi avons créé notre code d'urgence. Les roses bleues étaient ses fleurs préférées, et mourir signifiait le danger. Nous avons pratiqué exactement ce que je devais faire. Demander un contrôle de bien-être, éviter d'avertir la personne suspectée d'être impliquée, conserver les messages et la laisser parler pour elle-même. J'avais espéré que le plan resterait l'une de ces promesses prudentes que les familles font et dont elles n'ont jamais besoin. Maintenant,
je comprenais pourquoi elle avait insisté. Mon téléphone a sonné avant que le médecin ne termine de l'examiner. Le nom de Kevin est apparu sur l'écran. J'ai répondu sans mentionner la clé. « Que as-tu fait » a-t-il exigé. Sa voix était basse, contrôlée, et bien plus effrayante que des cris. « Papa dit que tu as traîné grand-mère hors de sa propre maison avec la police. Grand-mère a demandé de l'aide. Elle est confuse. Elle connaissait notre code de détresse privé. Il y a eu une pause. Tu as toujours voulu être le héros, Chloé. Ne transforme pas ça en une de tes affaires. » L'appel s'est terminé avant que je puisse demander où il était. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu un courriel d'un cabinet d'avocats représentant mes parents. Il prévoyait de demander une mise sous tutelle d'urgence d'Ava, affirmant qu'elle manquait de capacité et que j'avais exploité sa paranoïa. En pièce jointe se trouvait un projet de requête me décrivant comme financièrement instable, émotionnellement volatile et éloigné de la famille. Le dépôt comprenait des déclarations de Brian, Diana et Kevin. Pendant des années, être qualifié d'inutile m'avait blessé parce qu'une partie de moi espérait toujours que mes parents pourraient un jour regarder d'assez près pour découvrir qu'ils avaient tort. Lire cette requête a changé la blessure. Leur mépris n'était plus simplement cruel. Il était devenu une arme juridique. Ils essayaient de transformer l'identité qu'ils avaient inventée pour moi en preuve. Vous êtes-vous jamais demandé combien de mensonges familiaux survivent uniquement parce que la personne ciblée a trop honte pour les contester? J'avais eu honte pendant des années. Cet après-midi-là, j'ai arrêté. J'ai appelé Léo Marston. Il a répondu à la deuxième sonnerie et m'a dit d'apporter la clé en laiton à son bureau après l'évaluation de capacité de grand-mère. Il n'avait pas l'air surpris. Ava m'a ordonné de ne pas vous contacter à moins qu'elle n'active le code, a-t-il dit. Elle voulait que votre réaction soit authentique et leur comportement sans méfiance. Le bureau de Léo occupait le deuxième étage d'un palais de justice converti près du centre-ville. Mon amie Sophia Reed m'a rejointe dans le hall. Elle travaillait dans la criminalistique numérique et m'avait assisté sur des affaires d'assurance impliquant des documents altérés et des transferts cachés. Contrairement à ma famille, elle savait exactement ce que je faisais dans la vie. Elle savait aussi quand ne pas me réconforter avec des promesses vides. Si Kevin a signé leur requête, a-t-elle dit alors que nous montions les escaliers, partez du principe que chaque compte qu'il a touché est compromis. Léo a verrouillé la porte de son bureau derrière nous et a placé une boîte en acier rouge sur la table de conférence. Ma clé correspondait à la serrure. À l'intérieur se trouvaient des copies du testament original d'Ava, des évaluations médicales confirmant sa compétence, des relevés bancaires, des titres de propriété et une chronologie manuscrite commençant 8 mois plus tôt. Chaque entrée enregistrait une restriction imposée par mes parents. Courrier intercepté, rendez-vous annulé, bijoux manquants, retraits inexpliqués, menaces déguisées en inquiétude. La dernière page listait 186 400 $ transférés des économies d'Ava vers une société à responsabilité limitée contrôlée par Brian et Diana. Sous les papiers se trouvait un enregistreur vocal et une enveloppe scellée qui m'était adressée. J'ai d'abord ouvert l'enveloppe. Chloé, si tu lis ceci, ils sont passés de la persuasion à la force. Ne me sauve pas en devenant imprudente. Suis les preuves. Fais confiance à Sophia. Fais confiance à Léo. Ne fais pas confiance à Kevin jusqu'à ce qu'il te parle du compte du sous-sol. Sophia a lu la dernière ligne 2 fois. Le visage de Léo s'est crispé. Aucun document dans la boîte ne mentionnait un compte du sous-sol. J'ai rappelé Kevin, mais je suis tombé directement sur la messagerie vocale. Puis l'enregistreur a commencé à jouer. La voix de ma mère a rempli la pièce, calme et incomparable. Une fois la tutelle approuvée, elle pourra s'y opposer autant qu'elle voudra. Personne n'écoute une vieille femme après que le tribunal l'ait déclarée incompétente. Mon père a répondu, et Chloé nous aidera sans le savoir. Chaque fois qu'elle perd son sang-froid, elle prouve notre dossier. J'ai arrêté l'enregistrement. Il ne m'avait pas simplement sous-estimé. Il m'avait provoqué exprès, collectant des réactions et attendant que je me comporte exactement comme il l'avait décrit. La prochaine confrontation ne pouvait pas être émotionnelle. Elle devait être conçue comme une enquête, et cette fois, je déciderais de ce qu'il verrait. Nous avions 22 heures avant l'audience de tutelle d'urgence. Léo a réparti le travail avec la précision de quelqu'un qui comprenait que la panique fait perdre du temps. Il déposerait l'évaluation médicale d'Ava, demanderait un tuteur ad litem indépendant et chercherait un gel immédiat des comptes contestés.
Sophia authentifierait les fichiers audio et comparerait les documents altérés avec les originaux. Je construirais une carte des transactions montrant où l'argent de grand-mère était allé. La seule tâche d'Ava était de se reposer et de dire la vérité avec ses propres mots. Mes parents n'ont pas attendu le tribunal. À 6h15 ce soir-là, Diana est arrivée à l'hôpital avec un spécialiste de la mémoire privée et a exigé l'accès à Ava. L'infirmière a refusé parce que grand-mère avait retiré mes 2 parents de sa liste de visiteurs. Diana s'est alors tenue dans le couloir où une caméra de sécurité pouvait la voir et a commencé à pleurer. Elle a dit que j'avais manipulé une vieille femme contre sa famille. Brian a filmé la scène sur son téléphone, me demandant pourquoi je cachais grand-mère si je n'avais rien à craindre. Le coup monté était évident. Il voulait de la colère. Il voulait une voix qui s'élève, un pas menaçant. N'importe quoi qu'il pourrait rejouer sans contexte. La moi de 18 ans aurait crié jusqu'à en avoir mal à la gorge. La moi de 35 ans a sorti son identification, a déclaré qu'Ava avait demandé de l'intimité et a demandé à la sécurité de l'hôpital de documenter la tentative de contact. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas défendu mon enfance. Je ne leur ai pas donné la version de moi qu'ils avaient répétée. Brian s'est approché suffisamment pour que je sois la seule à pouvoir l'entendre. Tu penses que porter un badge d'une compagnie d'assurance te rend importante? Ce n'est pas un badge, ai-je dit, et l'importance n'a rien à voir avec ça. Nous pouvons te faire évaluer aussi. Léo ne peut pas protéger quelqu'un d'instable. Pendant un instant, le couloir a disparu et j'ai eu de nouveau 18 ans, debout à côté de ma valise pendant qu'il m'expliquait que la désobéissance était une preuve d'ingratitude. Le souvenir est arrivé avec force, mais je l'ai laissé passer sans y obéir. C'était là la différence entre se souvenir de la douleur et être contrôlé par elle. Menace notée, ai-je répondu. Ses yeux ont cligné vers la caméra. Il s'attendait à une bagarre et a reçu un procès-verbal. Le lendemain matin, l'audience a eu lieu dans une petite salle d'audience qui sentait le papier et le vieux café. Mes parents étaient assis derrière leur avocat dans des vêtements chers, se présentant comme des soignants responsables. Kevin était assis au 2e rang, les mains croisées. Il ne m'a pas regardé. Grand-mère est apparue par vidéo depuis l'hôpital, alerte et calme. Leur avocat a commencé par me décrire comme une fille éloignée avec un emploi irrégulier et un historique de conflit. Il a dit que j'étais revenu soudainement après des années de contact limité, que j'avais retiré Ava de sa maison et que je m'étais positionné pour influencer sa succession. Brian baissait la tête au bon moment. Diana s'épongeait les yeux. Kevin a soumis une déclaration signée affirmant qu'il avait observé une confusion croissante chez grand-mère lors des réunions fiscales. Puis Léo s'est levé. Il a présenté la récente évaluation de capacité d'Ava, ses documents de succession originaux, le rapport de l'hôpital, des photographies de la serrure extérieure et le message de détresse authentifié. Il a expliqué que je n'avais pas pris le contrôle d'un seul compte et que je n'étais pas désigné comme l'agent financier d'Ava. Enfin, il a corrigé la description de mon emploi. Mademoiselle Anderson n'est pas employée de façon occasionnelle, a-t-il dit. Mon père s'est tourné vers moi si rapidement que sa chaise a grincé. La bouche de Diana s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Leur avocat a demandé si j'avais caché ma carrière à la famille. Léo a répondu avant que je ne puisse le faire. Ils n'ont pas demandé. Plus important encore, son curriculum vitae ne détermine pas la compétence ou le consentement de mademoiselle Ava Anderson. Cette distinction importait. Je ne voulais pas gagner parce que j'avais finalement prouvé que j'étais impressionnante. Grand-mère méritait d'être protégée même si j'avais vraiment été sans emploi, incertaine ou ordinaire. L'abus ne devient pas acceptable lorsque le témoin manque de diplôme prestigieux. La juge a rejeté la demande de mes parents pour une mise sous tutelle immédiate. Elle a nommé un mandataire temporaire neutre, a interdit les modifications de la succession d'Ava, a ordonné la préservation de tous les dossiers financiers et a interdit à Brian et Diana de la contacter en dehors des conseils juridiques. Mais la victoire était incomplète. Leur avocat a révélé qu'un prêt sur la valeur domiciliaire garantie par la propriété de grand-mère devait être financé à 4 heures cet après-midi-là. Le prêteur avait reçu une procuration portant la signature d'Ava. Si le document était accepté, 240 000 $ supplémentaires pourraient disparaître avant que le gel n'atteigne chaque institution. J'ai regardé l'heure. Il nous restait 3h17. À l'extérieur de la salle d'audience, Brian a finalement perdu son expression polie. Tu gâches toujours tout, a-t-il dit. J'ai presque ri de la familiarité de la chose.
Quand j'étais impuissante, j'étais inutile. Maintenant que j'étais efficace, j'étais destructrice. L'accusation changeait chaque fois que le contrôle changeait. Kevin est passé devant sans parler. 10 minutes plus tard, pendant que Léo appelait le service juridique du prêteur, un message est apparu d'un numéro inconnu. Il contenait une photographie d'un classeur gris dans le sous-sol de grand-mère et 6 mots, tiroir du bas, faux fond, viens seul. Sophia a étudié l'image. Cela pourrait être Kevin qui nous aide ou qui me conduit quelque part sans témoin. Un autre message est arrivé. Le compte du sous-sol n'est pas un compte bancaire. C'est comme ça que papa appelle les dossiers qu'il pense que personne ne trouvera jamais. Le transfert de la valeur domiciliaire était toujours en cours. L'ordonnance du tribunal n'avait pas encore atteint le prêteur. Mes parents savaient que nous nous rapprochions. Et la seule personne offrant un raccourci était le frère qui venait de témoigner contre grand-mère. Je ne suis pas allé seul. C'était la première règle que mes parents n'avaient jamais comprise à propos du travail d'enquête. Le courage n'est pas la même chose que de se rendre facile à piéger. Grand-mère a donné la permission écrite pour que j'entre dans sa propriété. Léo a informé le sergent Ruiz et Sophia a attendu dans une voiture de l'autre côté de la rue avec un lien de localisation en direct. Ruiz ne pouvait pas fouiller sans mandat, mais elle a accepté de rester à proximité pendant que les détectives examinaient les preuves financières. La maison avait l'air ordinaire quand je suis revenu, ce qui a rendu la serrure extérieure sur la porte de la chambre d'amis encore plus obscène. L'abus s'annonce rarement avec des fenêtres brisées et des avertissements dramatiques. Parfois, il vit derrière des rideaux propres, des photographies de famille et des explications qui semblent raisonnables jusqu'à ce que quelqu'un les vérifie. Le sous-sol sentait le béton humide et la lessive. J'ai trouvé le classeur gris derrière des décorations de vacances empilées. Le tiroir du bas semblait vide, mais le panneau métallique à l'arrière s'est déplacé quand j'ai appuyé sur un coin. Derrière se trouvaient 3 classeurs, un ordinateur portable, un tampon de notaire et un scanner de documents portable. Un classeur contenait des copies des relevés bancaires d'Ava avec des notes manuscrites montrant des transferts vers des entreprises que j'avais reconnues sur notre carte des transactions. Un autre contenait des formulaires d'autorisation médicale vierges et plusieurs pages portant des versions pratiquées de la signature de grand-mère. Le troisième était étiqueté « Imprévus familiaux ». À l'intérieur se trouvaient des courriels imprimés discutant de la manière de gérer chaque personne qui pourrait interférer. Une page décrivait la meilleure amie de grand-mère comme facile à décourager. Une autre proposait de dire à son église qu'elle était devenue paranoïaque. Ma page était plus longue. Brian avait listé d'anciennes disputes, des périodes où je travaillais hors de l'État, et chaque insulte qui m'avait jamais fait réagir. En bas, Diana avait écrit « Continue à la qualifier de ratée. Elle a besoin de faire ses preuves, et les gens qui ont besoin de faire leurs preuves font des erreurs. » J'ai lu la phrase 2 fois. C'était douloureux, mais c'était aussi clarifiant. Leurs mots n'avaient jamais été négligents. Ils avaient étudié ma blessure et appuyé dessus chaque fois qu'ils avaient besoin de contrôle. Une lame de plancher a grincé au-dessus de moi. J'ai fermé le classeur et envoyé à Sophia notre signal d'urgence. Des pas sont descendus lentement. Kevin est apparu en bas des escaliers, tenant ses 2 mains là où je pouvais les voir. « Tu as amené quelqu'un » a-t-il dit. « Tu m'avais dit de venir seul. J'avais besoin de savoir si tu agissais toujours avant de penser. Cette version de moi existe principalement dans les papiers de papa. » Il a tressailli. Pour la première fois, il ressemblait moins à l'enfant prodige et plus au petit frère qui avait l'habitude d'attendre devant ma chambre après que nos parents se soient disputés. Il s'est assis sur la marche la plus basse et m'a dit que le compte du sous-sol avait commencé comme le surnom de Brian pour les dossiers qu'il gardait hors des ordinateurs. Kevin l'avait découvert en préparant les impôts de grand-mère. À ce moment-là, il avait déjà aidé à créer 2 sociétés à responsabilité limitée parce que Brian prétendait qu'elles faisaient partie d'une stratégie successorale. Quand Kevin a remis en question les transferts, Diana lui a rappelé que son cabinet comptable avait traité les dépôts. S'il les dénonçait, il pourrait perdre sa licence et faire face à une enquête. Alors, tu as signé leur déclaration de tutelle, ai-je dit. J'ai répété ce qu'ils m'ont dit. J'ai vu grand-mère oublier des choses, mais j'ai ignoré chaque fois qu'elle était lucide parce que cela rendait mon rôle plus facile à vivre. Pourquoi l'avoir prévenue au sujet de la boîte? Je ne l'ai pas fait. Elle m'a surpris en train de copier ses dossiers. J'ai pensé qu'elle me dénoncerait. Au lieu de cela, elle a dit que j'avais encore le temps de décider quel genre d'homme je voulais être. Kevin a ouvert l'ordinateur portable.
Le mot de passe était une date que seule notre famille connaissait. Le jour où grand-mère nous avait accueillis tous les deux après que Brian m'ait jeté dehors. Sur le disque dur se trouvaient des actes numérisés, des testaments altérés, des enregistrements de sessions de notaire à distance, et une feuille de calcul suivant 426 000 $ pris ou gagés sur les actifs d'Ava. La dernière colonne listait les paiements prévus après le financement du prêt sur la valeur domiciliaire, les dettes de carte de crédit, un véhicule de luxe, le prêt commercial de Kevin et un acompte sur un condominium en Floride. Son nom était là. Il n'avait pas seulement été menacé. Il s'attendait à en bénéficier. « Dis-moi toute la vérité », ai-je dit. « Pas la version qui te rend pardonnable. » Il a admis qu'il avait accepté 38 000 $. Il a affirmé qu'il prévoyait de les rembourser, mais le calendrier prouvait le contraire. J'ai senti la colère monter, non seulement parce qu'il avait trahi grand-mère, mais parce qu'une partie stupide de moi avait voulu qu'une relation fraternelle reste intacte de l'influence de nos parents. Pardonneriez-vous à quelqu'un qui n'a finalement dit la vérité qu'après avoir réalisé que le mensonge pourrait le détruire aussi? Je ne savais pas. Je savais seulement que le pardon et la responsabilité n'étaient pas des opposés. J'ai appelé Léo. Kevin a retenu les services d'un avocat distinct et a accepté de remettre l'ordinateur portable, de témoigner sur les sociétés écrans et de fournir les identifiants d'accès. En échange, les procureurs décideraient plus tard si sa coopération justifiait la clémence. Personne n'a promis l'immunité. À 3h41, Léo a envoyé au prêteur la preuve que la procuration avait été falsifiée et que le sceau du notaire trouvé dans le sous-sol correspondait au sceau sur le dossier de prêt. Le prêteur a suspendu le financement 19 minutes avant la date limite. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Brian ne m'a pas salué. Tu es allé dans ce sous-sol. La maison appartient à grand-mère. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Derrière sa voix, j'ai entendu Diana crier et des tiroirs claquer. Il savait que le transfert avait échoué. Il savait aussi que quelqu'un avait révélé le classeur. Puis Brian a baissé la voix. Rapporte l'ordinateur portable avant 6 heures ou ta grand-mère apprendra ce qui se passe quand les familles choisissent leur camp. La menace était suffisamment vague pour être niée et suffisamment précise pour être comprise. J'ai enregistré l'appel, je l'ai transféré à Ruiz et j'ai regardé Kevin. Il a chuchoté, ils ont une autre copie, et ce soir ils rencontrent la personne qui les a aidés à la créer. La réunion était prévue pour 8 heures ce soir-là. Kevin avait appris l'emplacement grâce à un message que Diana avait envoyé avant de réaliser qu'il avait changé de camp. Mes parents prévoyaient de rencontrer Miles Voss, le notaire mobile dont le sceau apparaissait sur la fausse procuration. Ils croyaient que Kevin avait toujours l'ordinateur portable et voulaient qu'il l'échange contre assez d'argent pour disparaître avant que l'enquête ne s'élargisse. À 6 heures, les détectives ont obtenu un mandat de perquisition basé sur les signatures falsifiées, les dossiers du sous-sol et la menace enregistrée de Brian. Parce que grand-mère était propriétaire de la maison, elle a également consenti à l'enregistrement des espaces communs. Le sergent Ruiz m'a demandé de rester au véhicule de commandement. J'ai refusé d'interférer avec le travail de la police, mais j'ai aussi refusé de laisser Kevin leur faire face sans quelqu'un qui comprenait les documents. Nous avons trouvé un compromis. Je m'assiérais dans la salle à manger, visible et non armé, pendant que les officiers surveilleraient depuis les pièces voisines. 2 heures avant la réunion, Sophia a cloné l'ordinateur portable et a créé une copie inoffensive contenant uniquement les fichiers dont la police voulait que mes parents discutent. 1 heure avant, Léo a passé en revue chaque question que Kevin pouvait poser en toute sécurité sans avoir l'air d'avoir répété. 30 minutes avant, grand-mère a appelé depuis le centre de rééducation. « Je veux être là », a-t-elle dit. Non. La réponse est venue trop vite. J'ai entendu ma propre peur déguisée en autorité. Chloé, me protéger ne signifie pas décider pour moi. Cela m'a arrêté. Mes parents avaient justifié chaque restriction en affirmant que c'était pour sa sécurité. Je ne pouvais pas imiter leur contrôle simplement parce que mes intentions étaient meilleures. Ruiz a pris des dispositions pour que grand-mère attende avec un défenseur des victimes dans une pièce sécurisée jusqu'à ce que la scène soit stable. À 7h58, Brian et Diana sont entrés par la porte arrière. Miles a suivi, portant une mallette en cuir. Ils ont trouvé Kevin à la table avec l'ordinateur portable copié et moi assise en face de lui. Le visage de Diana s'est crispé. Pourquoi est-elle ici? Parce que je sais ce que les fichiers signifient, ai-je dit. Brian a ri, mais le son manquait de confiance.
Notre petite employée d'assurance se sent enfin importante. Kevin a posé des questions sur le prêt sur la valeur domiciliaire. Miles a dit que le prêteur avait paniqué, mais qu'il pouvait préparer un dossier de remplacement en utilisant un nouveau certificat de capacité. Diana a répondu qu'une fois la tutelle approuvée, les objections d'Ava deviendraient sans importance. Brian a admis que les signatures avaient été pratiquées et a dit à Kevin de détruire les classeurs du sous-sol après avoir reçu le paiement. Chaque déclaration a atterri proprement sur l'enregistrement. Puis Diana a remarqué la minuscule hésitation avant que Kevin ne réponde. Elle s'est placée derrière lui, a vu la sueur sur son col et a fermé brutalement l'ordinateur portable. « Tu portes un micro. » B. Ryan a attrapé l'ordinateur. Miles s'est dirigé vers la porte. Avant que quiconque ne s'échappe, les officiers sont entrés par le couloir et la cuisine, ordonnant aux trois de montrer leurs mains. Diana s'est figée. Miles a lâché sa mallette. Brian m'a regardé directement, pas encore effrayé, mais furieux que la personne qu'il considérait comme inutile soit devenue la seule variable qu'il ne pouvait pas contrôler. « Tu as piégé tes propres parents » a-t-il dit. « Non. » Une voix a répondu depuis l'embrasure de la porte. « Je l'ai fait. » Grand-mère est entrée dans un fauteuil roulant avec Ruiz à ses côtés. Elle portait le même gilet que dans la pièce verrouillée, mais maintenant ses épaules étaient droites. Dans sa main se trouvait le pendentif d'alerte médicale que Diana avait rejeté comme un accessoire de vieille femme. « Vous avez mal compris une chose, » a dit Ava. « Chloé n'a jamais été mon plan de sauvetage. Elle était le témoin en qui j'avais confiance pour terminer le mien. Le pendentif était plus qu'un appareil d'alerte médicale. 6 mois plus tôt, après que grand-mère a remarqué le premier retrait non autorisé, Léo avait organisé un système d'enregistrement légal à l'intérieur de sa propre maison et des archives sécurisées qui recevaient des copies chaque fois qu'elle appuyait sur le bouton latéral. Elle avait capturé Brian en train de la coacher avant un rendez-vous médical, Diana la menaçant de la qualifier de sénile si elle contactait des amis, Kevin admettant qu'il avait créé les sociétés écrans et Miles expliquant comment il pouvait antidater des actes notariés. Le message de la rose bleue n'avait pas commencé l'enquête. Il avait activé sa phase finale. Brian a essayé de parler plus fort qu'elle, mais Ruiz lui a ordonné de garder le silence. Diana a pointé grand-mère du doigt. « Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. » Ava a soutenu son regard. « Vous n'avez pas sacrifié vos vies. Vous avez essayé d'en acheter de meilleures avec la mienne. » Miles a demandé un avocat. Kevin a suivi les instructions de l'officier. Brian m'a dévisagé comme si une seule phrase cruelle pouvait restaurer l'ancienne hiérarchie. Tu n'étais rien avant qu'elle ne te remplisse la tête avec ça. Tu ne seras rien quand tout cela sera terminé. P. Pendant des années, ces mots m'auraient poussé à chercher des réalisations à placer entre nous comme une armure. Cette nuit-là, j'ai compris que prouver ma valeur à ses yeux le maintiendrait au centre de ma vie. Quand tout cela sera terminé, ai-je dit, grand-mère sera libre. C'est suffisant. L'enquête s'est poursuivie pendant des mois. Des jurys comptables ont retracé 426 000 $ d'actifs volés, transférés ou gagés. Des experts ont confirmé les signatures falsifiées. Les dossiers de l'hôpital ont soutenu le récit de grand-mère sur l'isolement et la contrainte. Les enregistrements ont établi l'intention, tandis que les dossiers du sous-sol ont montré la planification. La tentative de mes parents de qualifier tout cela de malentendu s'est effondrée parce que leurs propres notes reliaient chaque mensonge. Kevin a plaidé coupable d'exploitation financière et de falsification de dossiers commerciaux. Il a rendu sa licence de comptable, a restitué l'argent, a coopéré avec les procureurs et a été condamné à une assignation à résidence, à une mise à l'épreuve, à des travaux d'intérêt général et à une restitution. Certains proches l'ont qualifié de courageux. D'autres voulaient la prison. J'ai vu un homme qui a fait des choix rentables jusqu'à ce que le coup l'atteigne, puis qui a finalement fait un choix honnête. La question de savoir si je lui pardonne change de jour en jour. Miles a perdu sa commission et a été condamné à une peine de prison après que les enquêteurs l'ont lié à d'autres fraudes successorales. Diana a plaidé coupable peu avant le procès et a écopé de 5 ans. Brian est allé au procès en affirmant que grand-mère lui avait tout donné et que j'avais fabriqué l'affaire. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Il a été reconnu coupable d'exploitation de personnes âgées, de falsification, de tentative de vol, de restriction de sa liberté et d'intimidation de témoins. Il a écopé de 8 ans. Le tribunal a annulé le testament altéré,
a annulé les réclamations des sociétés écrans et a ordonné que les actifs achetés avec l'argent de grand-mère soient vendus pour la restitution. Brian a perdu son poste au sein d'un conseil de fondation communautaire. Le condominium en Floride a disparu. La voiture de luxe a été saisie. L'avenir qu'ils avaient conçu avec les économies de grand-mère est devenu le moyen de la rembourser. Avant la détermination de la peine, j'ai reçu des lettres de chacun d'eux. Diana a écrit que les familles ne devraient pas se détruire pour de l'argent. Brian a écrit que j'avais enfin prouvé que j'étais capable, puis m'a demandé de blâmer Diana. Même leurs excuses exigeaient quelque chose. Aucun n'a demandé comment le poignet de grand-mère avait guéri ou ce que l'on ressentait à être enfermé dans sa propre chambre. Je n'ai pas répondu. Grand-mère a choisi une petite maison accessible près de la mienne après avoir visité 6 endroits. Elle a repris les déjeuners avec ses amis, a embauché un mandataire indépendant et a créé un fonds pour aider les personnes âgées à obtenir des examens juridiques avant de signer des procurations. Lors du premier anniversaire de l'appel de détresse, elle a planté des roses bleues à côté de son porche. J'avais toujours imaginé que j'étais la fille abandonnée qu'Ava avait sauvée. J'ai alors compris qu'elle ne m'avait pas sauvé en contrôlant mes choix. Elle m'avait donné un endroit sur d'où je pourrais les faire. C'était la raison pour laquelle son plan avait fonctionné. Elle ne m'a pas demandé de devenir une arme. Elle m'a fait confiance pour rester disciplinée quand la colère aurait été plus facile. Les gens appellent ce qui s'est passé une vengeance. Je comprends pourquoi. Mes parents se sont moqués de mon travail, ont construit un dossier autour de ma prétendue inutilité et ont regardé ces mêmes compétences d'enquêteur démanteler tout ce qu'ils avaient volé. Pourtant, le moment le plus satisfaisant n'a pas été les menottes ou les condamnations. C'était de regarder grand-mère déverrouiller sa nouvelle porte d'entrée, ranger la clé dans son sac à main et décider qui était le bienvenu. La vraie vengeance n'était pas de les faire se sentir petits. C'était de s'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais la rendre impuissante. J'ai arrêté d'expliquer ma carrière aux parents qui n'avaient jamais posé de questions. J'ai arrêté de traiter la réussite comme un appel à l'amour parental. Je suis également devenue plus attentive aux signaux discrets que les familles ignorent. Une visite annulée, un compte modifié, une personne âgée qui regarde vers quelqu'un d'autre avant de répondre. Les preuves précieuses se cachent souvent dans un comportement ordinaire, tout comme le courage se cache souvent chez des personnes que les autres rejettent. Alors dites-moi honnêtement, si quelqu'un avouait seulement après avoir été attrapé, lui pardonneriez-vous comme j'essaie encore de pardonner à Kevin? Et les condamnations de Brian et Diana étaient-elles suffisantes? Ou certaines trahisons devraient-elles coûter aux gens la famille qu'ils ont essayé de contrôler? Le pardon me libérera peut-être un jour de la colère, mais il n'exigera jamais de rouvrir la porte. Nous apprécions vraiment que vous fassiez partie de cette histoire. Tout dans cette vidéo est fictif et créé uniquement pour raconter une histoire, pour le divertissement et pour sa valeur éducative. On vous rappelle qu'après une trahison, vous n'avez pas besoin de précipiter votre guérison ou de faire semblant d'aller bien. Vous avez seulement besoin de continuer à vous choisir vous-même un pas à la fois jusqu'à ce que la paix vous semble naturelle à nouveau.